Bonjour à tous. Elle porte un nom que le monde connaît. Un nom qui a traversé le feu, la peur, la sidération. Un nom qui évoque l'accident, la survie, la renaissance. Mais aujourd'hui, je voulais rencontrer la femme moins médiatique et qui, elle aussi, a dû se relever. Parce que Marion Grosjean n'est pas seulement la femme d'un pilote de Formule 1. Elle est maman de 3 enfants, journaliste, écrivaine et elle aussi a vécu un grave accident. Une femme sensible, forte, lucide, émotive, un pilier. Bienvenue dans le Hope Upon a Time de Marion Grosjean. Salut Marion. Salut Annabelle, c'est bien cette introduction, c'est sympa. Écoute, en fait, quand j'ai commencé à préparer le podcast sur Romain, j'ai regardé plein de trucs sur toi, je me suis dit mais cette nana, elle est incroyable. Et t'es écrivain, t'es journaliste, t'as eu une carrière de fou. Alors c'est pour ça, l'autre jour, je lisais ton livre, je dis bon merde, c'est dans mon introduction, il n'y a pas de grand homme sans grande femme derrière. C'est dans À sœur perdue. Oui, c'est dans le premier roman, voilà. C'est vrai. J'ai tout dévoré, hein. J'ai pleuré, on va en parler. Et je me suis dit, mais mince, quoi, j'ai envie de l'interviewer parce que ce n'est pas que la femme de Romain Grosjean. Donc, on va en parler un petit peu. Bien sûr. Évidemment, vous venez de fêter les 5 ans. Oui. Donc, comment vous vous sentez tous 5 ans après? 5 ans après, on y a beaucoup plus pensé, alors je ne sais pas si c'est une forme de date anniversaire, le cap des 5 ans, que les années précédentes. Romain, lui, il te dira que c'était une expérience finalement très positive parce que ça lui a appris plein de choses. Moi, 5 ans plus tard, je suis encore un peu mezzo, tu vois. Je suis encore un peu... oui, parce que je crois que ça remet quand même les choses en perspective. Tu réalises qu'il y a des choses plus graves que d'autres, plus importantes que d'autres. Ça, c'est une certitude. Ça nous a fait avancer, je pense, à la fois en tant que couple et puis dans la famille. Maintenant, c'était pas l'expérience la plus extra de ma vie. Non, tu m'étonnes. Et avec du recul, alors Romain le dit, mais je vais lui poser la question si c'était à refaire, parce qu'effectivement, le trauma, ça change beaucoup de choses. Mais je sais pas si tu as vu la série sur Canal en ce moment qui passe sur le Bataclan des vivants. Non, je l'ai pas vue, mais on en a beaucoup parlé. Il faut vraiment que tu la vois, parce que comme dans ton livre aussi, À sœur perdue, tu parles de résilience. Tu vois en fait l'impact d'un trauma, mais à 360 degrés, les répercussions sur tout le monde. Oui. Donc, comment les enfants sont aujourd'hui? Est-ce que vous avez revu les images? Ils les ont jamais vraiment revus. Sur le moment, en plus, ils ont pas tout compris et tout saisi. Aujourd'hui, on leur en parle beaucoup à l'école encore, même 5 ans plus tard. Ouais, on leur en parle encore beaucoup à l'école. Mais pour eux, papa, c'est pas un super-héros. Quand on a débarqué en IndyCar, je me souviens qu'ils étaient là, oh là là, regarde, là, il y a Colton Herta, oh là là, il y a Sébastien Bournet. Je leur disais, mais vous vous rendez compte, vous avez Romain Grosjean, il est sorti du feu. Ouais, c'est papa, quoi. Ouais, mais ça compte pas. C'est ça. Ce qui est pas plus mal, finalement, donc, parce que ça démystifie. Ouais, ça a été très banalisé. Donc, en quoi est-ce que ça a révélé des choses de vous deux dont vous n'étiez pas conscient avant? Est-ce qu'il y a des moments... Alors, sur le fait, c'est drôle, on est très très différents l'un de l'autre. Et en même temps, les premiers mots que j'ai mis juste après l'accident, quand je leur ai dit papa c'est un super-héros, vous avez vu, il est sorti du feu, c'est incroyable, ils étaient petits à l'époque. Romain leur a présenté de la même façon alors qu'on ne s'était pas concerté. Quand j'ai eu mon accident de vélo, beaucoup moins impressionnant que mais quand même, c'était en février de l'année dernière. Oui. On en a pas mal reparlé parce que je lui ai dit c'est terrible, j'ai l'impression de culpabiliser à mort au-delà du fait de plus pouvoir faire grand-chose parce que j'avais des fractures partout, mais je passais mon temps à m'excuser auprès de mes parents, par exemple. Comme si tu leur refaisais vivre une deuxième fois? Non, c'était de me dire j'étais désolée de leur faire peur. Et je me souviens que Romain, 5 ans plus tôt, lui c'était pareil, il s'excusait beaucoup, il était navré d'avoir fait peur à tout le monde. Et il y a une forme de culpabilité là-dedans qui est absurde, qui est complètement absurde. T'as raison. Parce qu'on n'y peut rien. On n'est pas... Voilà, j'étais pas responsable, Romain n'était pas responsable non plus. Donc, mais de se dire, mince, ma mère dort plus parce qu'elle est tétanisée, parce que je suis à l'hôpital. Donc, il y a des choses comme ça. Après, moi, à titre personnel, la résilience et le choc post-traumatique, je l'ai traversé avec l'écriture. Parce que du coup, tu as commencé à écrire... ton premier roman, il est avant l'accident. Oui, alors ça, c'était... le premier roman était avant l'accident de Romain.
quand j'étais en congé parental de ma fille. Mais c'est marrant parce que tu parles déjà de résilience et il est dur quand même ce bouquin. Oui, Hier, moi, j'ai eu un coup de stress après. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est son histoire ? Je dis, si c'est son histoire, bah punaise, les chats noirs au secours. Non, mais il est inspiré de l'histoire d'une amie. Qui m'avait vraiment traumatisée et voilà, j'avais envie de faire ça. C'était un travail que l'écriture, la littérature, voilà, ça a été ma formation initiale puisque j'avais fait donc tu as été journaliste. Oui, ah ouais, donc voilà. Toi ton parcours ça a été une bac. J'ai eu bac scientifique et ensuite Hippocane. Ouais, j'ai fait le grand écart entre les deux. Parce que quand j'étais au lycée, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et donc mes parents m'avaient dit, fais des études scientifiques, au moins tu ne te fermes pas de porte. Et voilà. Et à la fin de mon bac, je me suis dit non, j'ai envie de faire de la littérature. Ensuite, je suis partie, mais j'avais toujours l'idée de journaliste en tête. Donc Hippocane après des maths, c'est dur, hein ? La transition a été violente quand même. Mais c'était chouette, c'était hyper enrichissant, voilà. Et donc après, j'ai bifurqué en anglais parce que je voulais vraiment apprendre la langue. J'étais passionnée par Arthur Miller, donc j'ai fait un mémoire sur Arthur Miller qui était que j'ai eu la chance de rencontrer 3-4 ans avant qu'il décède. Ouais. C'était extraordinaire. Et donc ensuite, j'ai eu la chance, j'ai été au bon endroit au bon moment tout le temps pour arriver là où je voulais. Je rêvais d'automoto, donc j'ai pu travailler sur cette émission. Et après, quand j'ai eu ma 3e, j'ai eu vraiment l'impression qu'on était au complet, en fait. On était tous les 5. Ouais. Et j'ai pris ce temps-là d'écrire ce premier roman qui m'a plu. J'ai aimé ce temps d'écriture. Et ça a été ensuite... ça m'a beaucoup aidée après l'accident. Ouais, parce que du coup, c'était une thérapie, en fait, d'écrire. Oui, t'es presque limite en écriture automatique parce que ça coule et que... voilà. Et mais c'est de plus en plus dans tous les exercices de coaching ou même dans la psychologie. Aux États-Unis, ils font beaucoup des journaux de gratitude. Tu sais. Et en fait, je pense que l'écriture a un vrai pouvoir là-dessus. En tout cas, sur moi, ça fonctionne très bien. Alors, on va y revenir. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, parce que alors, je dois t'avouer que toi et ton mari, des moments, je vous détestais, parce que vous avez squatté mon salon quand même tous les dimanches. Automoto, bon, il y avait Téléfoot juste avant, automoto, après les Grands Prix. Ouais. Moi, j'étais toute seule avec tous les enfants et Olivier qui me disait « Mais non, il faut que je regarde automoto !» Et j'étais là « Oh my God !» C'était quoi ces années dans le journalisme où tu étais quand même, à l'époque, même à mon époque quand même, c'était il y a quelques années maintenant, mais où des moments on était un peu des potiches et des faire-valoir. Comment tu les as vécues ces années-là ? Je les ai vécues, oui, absolument. C'était d'ailleurs mon obsession, tu vois. C'est des réflexions que les femmes se font. Heureusement, les choses bougent de plus en plus. Ouais. Mais j'ai passé 15 ans à ne surtout pas mettre de jupe à l'antenne, à ne surtout pas mettre de robe. J'ai commencé à mettre des robes, je pense, sur les derniers Grands Prix. Parce que tu voulais pas assumer ce côté je suis nana, quoi. Et puis parce que moi, j'ai commencé le journalisme, je voulais pas faire d'antenne du tout. C'était je ne voulais pas faire de plateau. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était de me déplacer, d'aller sur le terrain, d'aller faire les interviews. J'adorais ça. D'aller rencontrer les gens et puis de raconter l'histoire. Il y avait rien de plus extraordinaire de raconter l'histoire. Ouais. Donc j'avais pas besoin de la télé pour ça. La presse écrite ou la radio me convenait de la même façon. Et puis, je suis arrivée à TF1. Automoto, je regardais ça quand j'étais petite. Et quand je suis arrivée à TF1, le premier poste qui se libérait, c'était celui de Christophe Malbranck, quand il partait sur les Grands Prix, d'être en plateau le dimanche matin. Donc, si je voulais entrer dans cette émission, c'était la seule porte d'entrée. Donc, j'avais pas trop le choix. Et t'étais déjà passionnée par les bagnoles, bizarrement, oui. Ça, c'est bizarre. Dans tes rêves les plus fous, tu aurais voulu rencontrer un pilote. Mes copines de collège avaient les Worlds Apart, les To Be Free, les G-Squad en poster. Moi, j'avais Jacques Villeneuve, il le sait. J'avais Senna, j'avais Prost. Voilà, ça m'était venu de mon frère. C'est fou, ça, que tu sois tombée dans cet univers. J'étais très famille.
famille et mon frère était parti faire son service militaire. Il était rentré, il m'avait terriblement manqué. Et donc, moi, on avait 10 ans d'écart. Et je lui avais dit, oui, mais je veux rester avec toi. Et j'étais la petite sœur pot de colle, quoi. Ouais. Et donc, mon frère m'avait dit un dimanche, écoute, je vais regarder de la F1, c'est un truc de garçon, lâche-moi. Non, je regarde avec toi. Et c'était 93, le dernier titre de Prost. Et je connaissais évidemment rien du tout, mais je voyais qu'il fallait soutenir le français. Il y avait le petit côté cocorico. Et on a passé un après-midi génial avec mon frère. Et c'est parti de là. Et fin 93, donc Prost est champion. Début 94, mort le 1er mai d'Ayrton Senna. Ouais. Et j'avais 12 ans. Et c'est un choc. C'est le premier décès. Surtout qu'on se revoit, revoit le truc, quoi. Et quand on a 12 ans, puis les images de l'époque sont pas celles qu'on montrerait aujourd'hui. Ça a été filmé de façon assez crue, quand même. C'était violent. Ouais. Et à partir de là, il y a eu une forme de fascination pour le sport. Et le journalisme est venu quand il y a eu la Coupe du Monde de foot après, voilà. En 98, je me suis dit, mais évidemment, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter l'histoire, mais en version sport auto. Qu'est-ce que tu retires de ces années de journaliste? Parce que toi aussi, comme moi, tu as fait une croix sur ta carrière. Nous avons donc laissé nos hommes faire leur carrière. Tu vois, on fait les choix encore. Et pour le coup, je peux pas lui jeter la pierre. Il y est pas pour grand-chose. Je crois que c'est marrant parce qu'on en a discuté tous les deux. Et c'est pas lui qui m'a dit, écoute, t'es gentil, mais maintenant il faut que tu freines. Ça s'est jamais fait comme ça. C'est juste que j'ai passé des années avant d'avoir les enfants. J'ai eu Sacha, j'avais 31 ans. Mon premier 30 ans aussi. Tu vois, voilà, j'étais allée en Australie, en Malaisie, en Chine, à Singapour, au Brésil. J'avais vu et fait plein de choses que j'ai adorées. Et après, il y a c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu l'interview d'Adèle Exarchopoulos qui disait c'est de plus en plus difficile maintenant d'accepter de partir en tournage pendant 3 mois et de laisser mon fils. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose, une forme de culpabilité que les femmes Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué d'être une nana parce que... Bon, alors après, tu as un autre truc, c'est que la maternité nous révèle aussi. Oui, mais c'est ça. En fait, on aurait pu faire l'inverse. J'aurais pu dire à Romain, écoute, on tire au dé, pile ou face, voilà, c'est toi qui arrêtes et c'est moi qui continue. Le fait est que partir en déplacement m'était insupportable parce que j'avais l'impression de rater des choses, parce que j'avais l'impression que j'étais pas là pour lui. Et je pense que la différence, elle était là. Je me souviens, au mois de novembre, Sacha est né à la fin du mois de juillet. En novembre, il y avait le salon de Los Angeles à couvrir. Je suis partie pour Automoto. J'ai pleuré dans l'avion. Horrible. Il avait 4 mois. Lui n'en a aucun souvenir, évidemment, mais moi, j'avais l'impression de l'abandonner. C'est clair. Et pourtant, tu vois, je suis partie même pas 8 jours, c'était 6 jours. Et tu vois, ça, les hommes ont vraiment du mal à comprendre. Toi, il comprend ? Ça, c'est pas... Moi, il comprend pas. Enfin, il me dit, vois, même là encore, ma petite qui a 18 ans, c'est compliqué la séparation, il dit... Enfin, c'est pas un truc qu'ils arrivent à comprendre, c'est viscéral. Oui, c'est ça, c'est dans les tripes. Tu vois ? Et j'avais lu ça aussi dans un autre magazine, et témoignage, et je me disais, mais elle a tellement raison. C'est un homme qui va partir en déplacement pour travailler et laisser la famille, il va se dire, c'est bien parce que j'assure la sécurité financière, voilà, au moins ils manqueront de rien, et c'est hyper chouette. Mais moi, de la même façon, le même déplacement, le premier truc, c'est je vais les abandonner, mon Dieu, c'est terrible. Je ne vais pas du tout penser au fait que je les mette en sécurité financière. Oui, parce que en fait, c'est sûrement encore ce vieux truc de l'homme va chasser et puis les femmes. Mais en fait, c'est quand même un truc très viscéral parce que tu verras, tu auras sûrement envie d'écrire sur le syndrome du nid vide. Mais moi, j'ai vécu la séparation de la petite dernière. D'ailleurs, j'envoyais, je ne sais pas pourquoi, un message à Fred Lopez en disant je ne comprends pas qu'on n'ait pas écrit là-dessus parce qu'en fait, pendant 3 semaines, on a pleuré non-stop, en se disant c'est comme si on t'arrachait quelque chose de toi. Et pourtant, la maternité, tu le décris tellement bien dans ton deuxième roman. Tu sais, tes moments, c'est de la survie. Ouais, mais tu vois, je te coupe, je reviens sur le syndrome du nid vide. Et je l'avais vécu un peu par procuration quand ma sœur est partie. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. Et quand elle aussi, elle a fait hypocagne-cagne. Et je me souviens, quand elle a quitté la maison, j'allais dans sa chambre.
Et la chambre vide, je trouvais ça mais tellement glauque. Ouais. Et avec ma mère, on partageait ça. Se dire, elle est partie, elle est à Paris, elle est à 50 km, elle revient ce week-end, tout va bien. Mais c'est ça. Ouais, c'était extrêmement violent. Et pourtant, oui, il y a quand même des étapes, les 3 premières années de la vie d'un... On le voit dans tes bouquins. En fait, en lisant tes bouquins, j'étais mort de rire. Je dis, mais c'est hyper autobiographique. Comment elle a vécu ? Parce que comment tu as vécu au final ? Enfin, il y avait des moments... Romain, il était quand même jamais là. Je ne sais pas comment. Il sera tout à l'heure sur ce divan, donc il va m'expliquer. Mais comment tu as vécu la boule au ventre, de le savoir sur les circuits, à gérer tes petits qui avaient si peu d'écart, enfin pas tant que ça. Tu vois, je me consolais en me disant, je voyais les autres femmes qui étaient épouses de mécanos ou d'ingénieurs, qui, elles, vivaient finalement 2 fois plus l'enfer, parce que Romain, quand il était à la maison, il était vraiment là. Il rentrait le dimanche soir, il allait sortir la poubelle, il emmenait les enfants à l'école le lundi matin. Ouais. Les femmes de mécano ou d'ingé, eux, le lundi matin, il faut quand même qu'ils soient encore à l'usine, il faut qu'ils démontent tout le matériel, donc le dimanche soir, tous les mécanos sont encore sur place. Ils partent 3 jours plus tôt, voire plus, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc elles sont vraiment beaucoup plus seules que moi. Donc il y avait une forme de je suis pas la pire. Je suis pas. Voilà. Ouais, mais comment parce qu'en fait, il rentrait, des fois, il restait quelques jours, il repartait. Et comment tu vivais à chaque fois ce truc de il s'élance en piste, parce que effectivement, en lisant ton bouquin La mort en face, je dis à mon mari à un moment donné, mais c'est un chat noir quand même. Et il me dit, c'est son surnom. Je dis, ah d'accord, ok, je comprends mieux. Mais je dis, mais comment à la fin, tu te dis, quand tu vois la façon dont il est sorti de cet accident, tu vois le verre à moitié plein en te disant, il y avait une constellation au-dessus de ta tête ce jour-là. Donc, alors, ce qui était difficile à gérer, il y a eu plusieurs étapes. Quand les enfants étaient vraiment tout petits, je me posais plus la question, bizarrement. J'étais peut-être comme toutes les jeunes mamans en mode survie. T'as pas le choix. T'es encore en pyjama à 11h. C'est ça, voilà. Tu vas prendre ton café du matin à 17h. Voilà. Non, mais tu te dis, s'il arrive quoi que ce soit, ton cerveau, en fait, le bloque parce que tu sais que t'as pas le choix. Tu dois être debout, quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça, c'était quand ils étaient vraiment bébés. À partir du moment où les enfants commencent à grandir et commencent à prendre conscience du métier de papa, là, ça devient plus compliqué parce que tu te dis, s'il arrivait quoi que ce soit, comment tu gères ta propre peine et celle de tes enfants. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes cheveux blancs, à changer de couleur. Ah ouais, c'est vrai. Et tu prenais régulièrement des cheveux blancs. Je me souviens de longues conversations avec le pédiatre de mon aîné, parce que forcément, comme c'est... le pédiatre. Pédiatre. Victor. Ouais, alors je sais pas quel était le prénom de mon pédiatre. Victor, je ne sais plus comment, qui finit avec Joséphine. Non, faut peut-être pas que je dise. Mais voilà, mais oui, le pédiatre, je lui demandais, est-ce qu'il faut voir, c'est ton meilleur ami, les premières années de vie de tes enfants. Est-ce qu'il faut que je voie un pédopsie ? Est-ce qu'il faut que je lui interdise de regarder les courses de papa ? Est-ce qu'il faut qu'il les regarde ? Est-ce que c'était compliqué ? Je me souviens de la tragédie du décès d'Antoine Hubert en GP2 à l'époque, qui était un jeune pilote. Mes fils adoraient regarder, on les autorisait plutôt à regarder le GP2 parce que Romain n'était pas dedans, donc on leur disait, vous voulez regarder des courses auto ? Pas de problème. Et donc, ils connaissaient le nom, ils connaissaient... et cette course-là, ils ne l'avaient pas regardée. Et je m'étais dit, ouf, on ne va pas leur faire regarder, on ne va rien leur dire. Et après, on avait eu un Google Home, tu sais, à la maison. Et je me souviens que les enfants rigolaient avec OK Google, qui est Romain Grosjean ? Et je me souviens de Sacha disant OK Google, qui est Antoine Hubert ? Et là, je me dis, mon Dieu, ils vont apprendre. Et je me souviens d'avoir chanté à tue-tête dans la maison pour essayer de couvrir la voix du OK Google parce qu'on leur avait rien dit et qu'on ne savait pas comment ils allaient l'interpréter, le prendre parce que c'était une tragédie. Et j'avais peur qu'ils fassent le lien avec le métier de papa. Donc, ils en avaient conscience, mais on essayait d'alléger un peu la chose. Et en même temps, tu ne peux pas leur mentir. Et justement, tu me disais tout à l'heure, on ne peut pas les brider, mais... Est-ce que des fois, vous allez faire du kart ? Ils en ont fait une fois. Une seule fois, oui, ici. Et on est parti du principe de tant qu'ils ne demandent pas, on leur impose pas, ça nous va très bien. Donc, on les a jamais mis là-dedans. Et ils n'ont jamais vraiment demandé, en fait. L'aîné est passionné par le tennis. Il en a fait à 4 ans.
Et voilà. Et du coup, on n'a jamais, Romain les a jamais poussés là-dedans. Moi non plus. Ah, tu m'étonnes. Parce Voilà. que c'était... Le tricot, c'est bien. Ouais, le tricot, c'est bien. Parce que tu me disais tout à l'heure quand même que tu n'avais pas tellement envie de les pousser. Mais comme moi, j'en ai un qui court quand même, des fois, ils n'arrêtent pas de me dire, mon homme me dit, mais non, mais c'est moins dangereux que l'équitation, là, c'est hyper safe, la course automobile. C'est vrai qu'il y a eu des... Oui, on n'est plus à l'époque de Ouais, mais quand Prost même. ou mais ça reste, oui, tu l'as sur ton badge quand tu as ton accréditation, tu sais, ta petite carte pour rentrer dans le paddock, Motorsport is dangerous. Donc ça, ouais. tu le sais, et t'en as... Voilà, Romain, il a eu un premier accident en GP2, je me souviens. On était un tout jeune couple en 2009. Je me souviens encore de la nuit qui a suivi, où lui s'était endormi, aucun problème, il était passé à autre chose. Hein, et moi, je me souviens encore me dire, oh, il est vivant, il respire. Et avant chaque course, tu dormais, toi? Oui, bizarrement, c'était comme je baignais un peu là-dedans depuis. J'étais journaliste même avant qu'il soit pilote en F1, donc il y a toujours les palpitations, voilà, avant le départ des courses, c'était difficile, mais ça fait partie du truc, quoi. De l'homme que tu as épousé, voilà. que tu as rencontré. Et puis, je faisais pas partie de la génération d'Ayrton Senna, en fait. Donc, la première vraie tragédie pour nous, ça a été celle de Jules Bianchi. Ouais, qui était un très bon copain à vous. Ouais. Oui. Romain a porté son cercueil, quoi. Ouais. Donc, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Après, quand t'aimes quelqu'un, tu vois, le syndrome du nid-vide, c'est pareil. T'as beau aimer tes enfants plus que tout au monde. T'es obligé de les laisser voler, quoi. Voilà, t'es obligé. D'ailleurs, voler, vous faites de l'avion maintenant ensemble? Oui. Non. Vas-y, n'épargne rien. Parce que j'imagine, parce que quand j'ai appris ça, je dis, quoi, maintenant ils pilotent? Elle me dit, oui, des fois ils partent même en famille, tous les 5. Oui, c'est vrai. On est parti au Mexique. Il nous a emmenés, tous les 5. Jusqu'au Mexique, tous les 5 dans l'avion. Ouais. Et il pilote depuis combien de temps? Écoute, il a passé sa certification de jet il y a 1 an et quelques. Et avant, c'était d'autres avions un peu plus petits. Mais quand tu épouses quelqu'un, tu lui fais confiance normalement. Alors moi, je préfère être dans un avion, moi qui ai peur de l'avion, plutôt qu'être dans une voiture avec mon mec. Des fois, je dis, mais c'est pas possible, un jour on va se tuer, quoi. Voilà, et le justicier de la route. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Il est là, calme-toi, je vais pas vite. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est le justicier de la route. C'est ça. Non, je suis plus stressée, je crois, que quand ça nous est arrivé de faire quelques déplacements tous les deux. Là, tu te dis, s'il nous arrive un truc à tous les deux, c'est... Ouais. Voilà. C'est un stress. Après, non, l'avion, je sais qu'il fait tellement attention à tout. Mais certification de jet, c'est pas rien quand même. Il a en américain, de vol. Puis il a tout. Il commence à en avoir un paquet et il te racontera ça tout à l'heure. Et il aime ça. Est-ce que toi, ton rêve aujourd'hui, ce serait qu'il prenne un fasse poste... du Scrabble à la maison? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que tu aimerais qu'il fasse autre chose? Écoute, tu sais, il est passionné par le vélo aussi. Ouais, mais ça, c'est aussi. Voilà, à Key Biscayne, je lui ai envoyé l'extrait là d'un journal. Je crois que la Floride a été élue État le plus dangereux. Exactement. Ouais, en vélo. Et le nombre de fois où il rentre à la maison et où il me dit, j'ai failli me faire shooter. Il a déjà eu des accidents à vélo aussi. Et il en a eu un, en région parisienne. Ouais. Et je peux pas le mettre sous cloche. Non. Donc je sais que il est pas cinglé. Tu vois, par exemple en voiture, quand on roule pour aller quelque part, il ira jamais au-delà de la limitation. Il respectera toujours. Il a des réflexes aussi qui sont pas les mêmes que les autres. Alors ça m'énerve. C'est source d'engueulade dans la voiture parce que moi aussi ça me rassure. Parce que je me dis mais freine. Mais non, j'ai pas. Et voilà, parce qu'il est conditionné, il sait à quel moment il peut freiner. Et voilà. Bon, alors du coup, moi, en tant que passagère, je continue spontanément à vouloir mettre le pied, mais ouais. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé, cet accident de vélo? Je ne peux pas. Alors, ça va être très court. Je n'en ai aucun souvenir. Mais vraiment? Donc, tu sais pas si tu as été shooté par quelqu'un? Romain pense que je suis tombée toute seule.
Mais tombé, mais t'as perdu connaissance avant? Alors, ils se sont posé la question, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que, après, l'autre hypothèse, c'est est-ce que j'ai été déventée par le passage d'un poids lourd à côté? Ah, C'est pas impossible non plus. J'étais à 30 km/h, quelque chose comme ça, parce que c'était un vélo électrique. Moi, les premiers souvenirs que j'ai, c'est à l'hôpital. Je me suis réveillée, Romain était là. Mais je n'ai aucun souvenir et j'ai pas, même l'hôpital c'est très flou. J'ai pas de souvenir de mon séjour là-bas. J'y suis restée une semaine, ah, quand même. mais j'en ai vraiment très très peu de souvenirs. Ce que je sais, c'est que le sport, manifestement, je pense que dans un couple, tu vois, il faut équilibrer et il en fait pour deux. Donc, Il en fait pour deux au niveau voilà. du risque. T'es sportive quand même, toi? Je me suis remis à courir. Ouais. Je fais un peu de muscu. Après, voilà, tu vois, le ski, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai fini Ouais. pareil en descendre en barquette. Voilà. Ah ouais. Euh, Ah, mais vous êtes quand même un peu des chats noirs. donc, ouais. ouais, le sport, pour moi, c'est pas... Ouais. T'es sportive? Ouais, assez sportive. Mais, Ah. mais je suis consciente des risques. Tu vois, je suis une cavalière. Bon, les chevaux m'ont aidée dans ma résilience. Ouais. Donc, je suis cavalière depuis l'âge de 9 ans, mais toujours avec la conscience du danger. Et avec, à chaque fois que je monte, je me dis, effectivement, il peut se passer un truc. Et alors, quand j'emmenais mes enfants au concours, j'étais dans des états pas possibles. J'allais 15 000 fois aux toilettes. Eh ben, tu Je vois. me disais, mais pourquoi ils font ça, quoi? Et alors, le kart, quand le petit faisait du kart, mais au secours. J'ai fait de l'équitation pendant longtemps. J'ai Ouais. commencé pareil, je devais avoir 8-9 ans et j'ai arrêté, j'avais une quinzaine d'années, je crois, parce que je me suis pris une bonne gamelle aussi, Ah ouais, c'est sûr. sur la Ouais. clavicule Ouais. et voilà, en saut d'obstacle. Ouais. Et j'aurais la trouille, tu vois, si ma fille Ouais. me disait, ouais. Ouais, c'est un sport dangereux, c'est ce qu'on se disait avec Élodie Fontan, parce qu'elle est Oui. aussi hyper mère poule et tout, et son petit maintenant il fait du horseball. Et Ouais. elle me dit, mais à chaque fois elle l'encourage, mais elle a peur quand même, parce que tu sais ce que c'est quand même, que Ben voilà. c'est quand même un sport risqué, mais c'est un Ouais. sport où tu partages tellement de choses, parce que t'es deux, t'as une complicité avec l'animal qui te permet, Ouais. Ouais. qui te permet plein de choses, donc, mais bon. Alors l'écriture, comment ça se passe? Alors c'est beaucoup d'autobiographie, t'es beaucoup Il y a beaucoup de inspiré. romans, ouais, il y a Voilà. les deux. Il y a les deux, Ouais. mais est-ce que tu te ménages des moments où tu vas travailler? Comment tu répartis ton temps entre le coaching, l'écriture? Voilà, comment... Alors jusqu'à présent, c'était en fonction de l'envie. Voilà. Et puis l'écriture est venue bien avant. Donc le coaching a été assez récent. J'ai passé la certification au mois de mars, tu vois, juste après ma gamelle en vélo. Donc j'avais Ouais, le temps. ouais. Voilà. L'écriture date de plus longtemps. J'essaye d'écrire le matin ou inversement d'écrire l'après-midi et puis de garder une plage coaching le matin. Voilà, de diviser la journée en deux avant Ouais. d'aller réceptionner les enfants parce qu'il faut que j'aille les chercher à 3h30. Donc les journées au final sont assez courtes courtes pour une maman, Ouais, ouais. voilà. Mais comment tu travailles? Est-ce que tu as tout le temps un petit carnet où tu notes des Ouais, je choses? note pas mal. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu es partie sur cette histoire? Donc, tu dis c'était une de tes amies qui a vécu ça, à Sœur Perdue. À Sœur Perdue, le Mais premier, pourquoi ouais. tu t'es dit, tiens, celui-là, c'est quoi le déclic pour tout d'un coup parce que c'est pas rien quand même de s'exposer. Tu m'as dit quand je t'ai Ouais. dit, je viens de Syndrome de finir l'imp- ton livre en Syndrome de larmes, l'imposteur. ça m'a émue. Ouais, c'est pas rien. On se Ouais. dévoile beaucoup. Ouais. Écoute, comment c'est venu? J'avais envie d'essayer d'autres choses et j'avais envie, je crois, de me prouver certaines choses. Tu sais, Syndrome de l'imposteur. Ouais, on Ouais. en a beaucoup parlé, ce syndrome de l'imposteur où à partir du moment où tu commences à comprendre que le syndrome de l'imposteur est plus l'incapacité à t'approprier une réussite, mais pas à l'atteindre finalement. Ouais. Tu as déjà fait une petite partie du travail. Après, tu commences à travailler par d'autres exercices, à écrire dans un journal ou... Ça, dans le coaching, tu commences par ça. Tu fais écrire dans un journal? Non, pas forcément. Non. Bah, chaque personne est différente. Ok, Donc, ouais. mais tu peux effectivement, ou te confier à quelqu'un que tu connais, ou te lancer des challenges au quotidien. Enfin, il y a plein d'exercices dans le coaching qui sont hyper intéressants.
pour réussir à Ouais. se battre contre ça ou contre la culpabilité, le poids de la culpabilité. Qui est Voilà. inhérent aux femmes quand même. Voilà, de se dire, à partir du moment où tu te poses les bonnes questions, et de te dire à quoi elle me sert cette culpabilité. Est-ce qu'elle me permet d'avancer ou est-ce qu'elle est juste là pour me casser les pieds? Et Voilà, souvent, elle est là pour te casser les pieds. Donc, par exemple, quand tu culpabilises d'être une mauvaise mère parce que tu as trop de travail, parce que tu fais plein de trucs, pose-toi la question à un moment où tu as 5 minutes de te dire OK, c'est quoi une bonne mère pour moi? Et de t'écrire la définition. Une bonne mère, elle est capable de prendre soin d'elle. Elle est capable, derrière, d'être suffisamment de bonne humeur pour faire les lunchbox à ses enfants, parce que la cantine ne va pas, parce que ci, parce que ça. Et le jour où derrière, tu vas avoir envie d'aller te faire un massage et te dire, ah ouais, mais non, et tu vas culpabiliser. Tu relis ton truc, ouais, mais une bonne mère, elle sait prendre soin d'elle. Tu sais qu'il y a une étude qui était sortie, qu'ils avaient publiée sur LinkedIn, que comme quoi les enfants dont les mamans travaillaient s'en sortaient beaucoup mieux que celles dont les mamans étaient à la maison. Ça m'étonne pas. Tu vois? Ça m'étonne et pas. D'arriver à trouver parce bon que équilibre. Un équilibre et c'est comme si tu veux aller dans un point A à un point B, il te faut de l'essence et il te faut des ressources et tes ressources comment tu les trouves. Donc après, ça aussi c'est des exercices de coaching. Comment tu trouves des choses qui permettent de te mettre en énergie, en fait. Ça peut être le travail. Moi, l'écriture, ça me fait du bien. Quand j'ai écrit, quand j'ai galéré à construire un chapitre, que j'ai mis, 15 jours ou 3 semaines à bloquer sur le même passage et que d'un coup seul, ça se débloque, je vais chercher mes enfants, j'ai le sourire aux lèvres, je suis super contente et ok, d'accord, tu t'es ramassé sur ton contrôle de maths. Est-ce que ça va changer notre vie? C'est pas grave. Voilà. J'aurais été à la maison à ruminer toute la journée, peut-être que j'aurais pas eu le même discours. Tu te sers de l'IA un peu dans l'écriture aujourd'hui pour débloquer des choses? Non. Je devrais, alors que je m'en sers sur plein de trucs. Sur les exercices de maths de mon fils. Je trouve pas qu'on est paumé en 2-2. Mais voilà, il y a des moments où, attends, t'inquiète, maman gère. Mais c'est ça. Mais moi, je me souviens d'une fois, je sais pas si c'était en 3e, un prof qui me dit, vous aidez pas vos enfants? Je dis, mais pas du tout. Moi, je capte plus rien depuis le CM2, leur maths moderne, je comprends rien. Là, à l'école américaine, c'est la prof de maths nous a expliqué, elle est française, qu'elle prend des exercices de niveau 3e, parfois seconde, pour des élèves qui sont en 5e. Ils sont très avancés le niveau en maths. Et du coup, il y a des moments de triche. Donc, l'IA... Attends, je vais demander à ChatGPT qu'il me résolve. Non, c'est maman qui a trouvé toute seule. Maman a tout compris. Ne t'inquiète pas, je gère, chérie. Non, je m'en sers pour plein de trucs au quotidien. Après... ça remet en cause pas mal, je trouve, pas mal de... notamment pour les profs. Je me dis, quel est l'intérêt de surcharger les enfants en devoirs le soir après l'école? Alors qu'ils vont aller sur ChatGPT. Ils vont aller sur... voilà. Donc, mais sur l'écriture, non, je le fais pas. Je devrais, je pense, parce que... Ça dépend. Après, moi, j'ai déjà fait un exercice où tu lui dis, écris-moi un truc avec des idées, et où tu lui dis, au style de, là je crois que c'était Laura Cachiche une fois, c'était assez bluffant. Mais quand je l'ai envoyé à ma meilleure amie, elle m'a dit, qui dit beaucoup, elle m'a dit, tu l'as écrit avec l'IA? Ah non, donc tu vois, elle avait détecté. Je sais plus comment elle a vu, mais elle m'a dit, oui, t'as écrit avec l'IA. Donc j'ai l'impression d'être, c'est terrible parce que je suis pas si vieille que ça, mais je suis encore, tu vois, à écrire des journaux. Mon agenda, il est pas dans le téléphone. Mon agenda, je comprends. J'ai un Moleskine, j'ai besoin d'écrire dessus, j'ai besoin du stylo, et je n'arrive pas à lire. Tu vois, on parlait de lecture sur tablette. Tu me disais que t'avais. Tu sais quoi? Le Kindle, là, je l'ai pris ici parce qu'en fait, j'avais plein de bouquins, les tiens à acheter, tout ça. J'avais un vieux Kindle et mon mec me disait, mais pourquoi tu lis pas sur le Kindle? À chaque fois, je pars avec 10 kilos de livres en vacances. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si mal. Là, j'ai pu mettre mes fiches. Bon, mais regarde, j'ai encore écrit sur... Donc, toute ton interview est là-dedans, mais j'ai fini par la mettre sur des fiches aussi. J'aime, moi, le papier. La sensation de tourner les pages. Et pourtant, quand tu as plein d'enfants et que tu fais ta valise pour les vacances, tu te dis, ça serait quand même bien pratique de mettre une tablette plutôt que 15 livres. Je sais. Mais... Donc, mais t'écris encore à la main, du coup? Alors, je fais les deux. Je me force pour les romans parce que sinon je pense que mon éditrice elle va s'arracher les cheveux. Je crois que Kali, le chanteur, écrit encore à la main. Ah ouais. Tout ce qu'il a publié c'était des travaux qu'il avait écrits avec un stylo.
Non, moi, les romans, j'essaye quand même, mais je note. Alors, je note sur mon téléphone portable Ouais. quand j'ai des choses qui me viennent, des idées, ou voilà. Mais je continue, tu vois, j'écris, ils le savent pas, mais j'écris pour chacun de mes enfants un journal. Ah mais ça j'ai trouvé. Bah, en fait du coup j'ai Et- pas arrêté de pleurer en lisant ton livre. Et je Le fais mot à depuis- Charlotte là. Ouais, je l'ai toujours fait. Ouais, Et je me dis, c'est- ils les auront quand ils auront 18 ans. Peut-être que Romain me dit, tu sais, qu'ils vont te dire, super, mais c'est un pavé ton truc, je vais jamais le lire. Non, je crois pas. Ben, j'en sais rien. Je crois que ça sera hyper touchant Ouais, de raconter cette période-là. En fait, tes sources d'inspiration, ce sont... Alors déjà, ce que j'adore dans tes romans, je t'ai dit que tu écrivais un peu comme Xavier Demoulin. T'as Oui, lu tu les m'as bouquins de dit. Xavier? Non, pas encore. En fait, mais- Xavier, c'est un ambassadeur de Hope aussi. En fait, quand j'ai découvert son premier bouquin, c'était sur la résilience avec un cheval. Et du coup, j'ai lu tous les bouquins. J'ai dit, t'écris comme une nana. Et il traite beaucoup de ces sujets de couple, d'enfants, etc. Donc, les enfants t'inspirent, la maternité t'inspire. Les hommes qui en prennent un peu pour leur grade, quand même. Oui, et c'est. Mais c'est assez juste, hein. C'est marrant parce que, tu sais, c'est la réflexion que ma sœur m'a faite. Et j'y ai réfléchi. Et le prochain roman qui sortira fait du coup la part belle. Aux hommes. Ouais, parce que je me suis dit, mince, est-ce que c'est à force d'être toute seule pendant qu'il va faire ses courses? Non, mais en fait, ce que j'aime bien quand on lit tes romans, c'est qu'on se dit, bon, allez, le couple Marion et Romain Grosjean, c'est un couple comme les autres, qui s'engueule, qui est en mode survie avec les gosses, il Ouais, faut bien sortir les poubelles. Bien Voilà, sûr. ils font partie de ces gens-là. Et ce que j'ai adoré, c'est, dans tous tes romans, c'est cette sororité entre les femmes, ce Ouais, partage. j'y crois beaucoup. Et nous, c'est évidemment ce qu'on vit chez Hope, mais c'est très beau la manière dont tu le décris. Et je te dis, du coup, j'arrive pas à retenir le titre parce qu'un coup, c'est les cigognes et un Ah coup, oui, c'est... j'aurais adoré être une mère parfaite. J'aurais adoré être une mère parfaite. Les personnages sont très, très attachants. Et, C'est gentil, et du coup, merci. tu as des envies de réalisation Ouais, j'aimerais bien. Ben, c'est un truc, c'est l'une des premières réflexions que mon éditrice m'avait faite. Elle m'a dit, c'est marrant parce que tu écris comme si c'était pour la télé. Je Exactement. lui ai dit, des formations professionnelles. Exactement. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc écoute, on verra ce que ça donne, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai travaillé. Du coup, autant l'antenne, c'était pas ma tasse de thé, mais j'adorais faire des sujets, j'adorais être en montage. J'adorais réaliser des reportages et peut-être que voilà, je reviendrai à l'écran et au travail. J'allais te là-dessus. poser la question. Tu Oui. reviendrais? T'as pas eu En des tant- propositions ici? En tant que journaliste, non. Alors avec les questions de visa et voilà. Ah ouais. C'était un peu compliqué. Le journalisme, à partir du moment où on a bougé, j'avais un peu tourné la page. Puis c'était compliqué. J'aimais le sport auto. J'avais épousé quelqu'un qui baignait dans le sport auto. J'avais cette forme de conflit qui était un peu difficile. Ça a été vraiment dur à gérer le C'était pas fait simple. que... C'était Parce pas que des simple. fois, tu es allé interviewer Romain et Ouais. personne savait que vous étiez ensemble, en fait. Au début, personne ne savait qu'on était ensemble. Après, quand tout le monde le savait, c'était compliqué parce qu'avec les collègues qui voulaient avoir des infos, voilà, moi, j'avais pas. Tu savais des choses que... J'avais t'étais pas à censée trahir. dire. Donc ça a été difficile. Après, d'où l'envie de prendre un congé parental, de m'occuper de mes Ouais. enfants, et d'où la nouvelle idée. Le dernier roman, celui qui est sorti en Ouais. poche, c'était l'angle. C'était vraiment, je trouvais difficile de retrouver en tant que femme sa place dans la société après ta maternité. Je trouve que que tu le veuilles ou non, ta place elle est différente. Même quoi, si, alors tu vois, j'adorais mon métier. J'ai rêvé de ce métier. T'es très Joséphine dans l'âme. J'aimais profondément. Oui, certainement. Baroudeuse. J'aimais ça. À partir de la naissance de mon premier, c'est pas de sa faute et c'est pas de la faute de Romain. C'est qu'il y a quelque chose en moi qui est né. Tu parlais du côté viscéral. Complet. C'était pas possible. Qui te stoppe. Je allais au salon de Los Angeles alors que c'était quand même un rendez-vous incroyable. Lâcher mon bébé de 4 mois, c'était compliqué. Ouais. Mon mari, il pouvait rien. Voilà, il m'interdisait pas de partir au salon de Los Angeles. Mais il m'avait dit, écoute, on va prendre quelqu'un à la maison, une jeune fille au père, ou voilà, qui va nous aider. Et j'ai refusé. Je lui avais dit, il en est hors de question. Je veux pas avoir quelqu'un qui vit à la maison. D'abord parce que je veux notre intimité familiale. Ça, je te comprends. Nous, ça a été. Moi, j'ai eu. On a eu des jeunes filles au père parce que des fois, j'étais
toute seule avec les 4. Bah, Et je continuais de bosser un peu. Héroïne. Alors, non, tu suis pas une héroïne parce qu'en fait, quand tu passes de 3 à 4, ouais, bon, c'est un changement, mais au bout d'un moment, ils s'élèvent un peu tout seuls Ouais, quand même. Ils ouais. sont, tu vois, Il y a combien de différence entre le premier et la dernière? 7 ans. 7 ans. Ouais. Donc, j'ai été 8 ans enceinte et, Ouais. et j'ai eu un avortement thérapeutique entre le 2 et le 3 aussi. Donc, ça Ah, a la été vache. Ouais. 5 mois et demi. Et mais j'étais obligée. Et des moments, c'est le truc que j'aimais pas. Je me disais, j'ai envie d'être seule avec mes gosses. J'avais l'impression qu'on me volait mes enfants. Voilà. Mais je comprends tellement tes héroïnes, c'est qu'à des moments, tu sais pas quoi. Tu vois, et mon homme le dit très souvent sur des posts LinkedIn. Il dit si les femmes osaient Ouais. prendre les rênes d'entreprise, etc., elles seraient bien meilleures que les hommes. Mais on a ce truc de maternité, de sentiment viscéral qui nous lie à nos enfants, qui nous empêche. Alors qu'on s'inflige des trucs, moi j'ai des Mais souvenirs. ouais. Il y a eu un changement d'heure il y a pas longtemps et j'ai dit à Romain, si tu savais les souvenirs cauchemardesques que j'ai de on recule d'une heure, c'est pas l'heure du bain, il est pas 18h, il est 17h, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est ça. Tu as des moments Voilà, où tu es... de solitude totale avec solitude totale. Ouais. Mais ouais, et je me souviens quand je partais après, donc on a vécu en Suisse, on a vécu à Genève pendant 5 Ouais, ans. c'est marrant parce qu'on aurait pu se croiser à Genève. Mais oui, et mais voilà. ouais, j'ai fait 5 ans et je faisais les allers-retours. Et je me souviens que, alors la plupart du temps, je faisais l'aller-retour dans la journée. J'allais bosser à Paris, je partais le matin. J'avais ma nounou en fait qui venait juste pour habiller les enfants et les emmener à l'école quand je prenais vraiment l'avion de 6h du matin. Et je rentrais l'après-midi, ouais. Et ouais, 45 minutes de vol. Finalement, tu sais, quand tu habites en région parisienne, parfois tu mets plus de temps. C'est vrai, t'as raison. Je prenais un taxi moto. Et donc, je faisais ça. Et quand je partais 2 jours ou 3 jours, parce que je devais vraiment rester à Paris pour bosser, je me souviens à chaque fois, c'était « Oh là là, mon Dieu, non, j'espère que ça va pas mal se passer ». Et puis, je montais dans l'avion. Et là, j'avais l'hôtesse qui me disait « Vous voulez un café, un magazine ?» Qui s'occupe de toi. Oh mon Dieu, oui. Oui, mais bien sûr. Mais c'était... et je disais à Romain, parfois, il part en déplacement, il me dit « Oh là là, j'ai pas envie de me faire 6 heures de vol. » Ah, mais moi, je sors même pas de l'aéroport, si tu veux. Je fais l'aller-retour, juste, je prends l'avion, je monte dans l'avion, je fais le voyage et je fais demi-tour. J'ai même pas besoin d'aller tourner quoi que ce soit. Juste le simple fait d'être dans l'avion et d'être servi par quelqu'un, d'avoir mon café, mon pain au chocolat. En fait, la difficulté quand même quand on est une mère, c'est que tu as l'impression que plus personne s'occupe de toi, que ton mec, il te voit comme une mère. Et puis, tu as plusieurs cerveaux, tu es obligé. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, on se marre parce que quand tu demandes où est le beurre dans le frigo alors qu'ils l'ont en face de leur nez et que toi, tu es en train de donner le bain en téléphonant à ta copine ou à ta mère ou à ta sœur et que en même temps, tu fais cuire des trucs dans la... Tu sais, Romain, je me marre toujours. C'est qu'à chaque fois, dès qu'il a un peu mal à la gorge, je couvre quelque chose. Oui, tu t'es pris 67G, t'es sorti d'une voiture en flammes, tu savais que t'allais te brûler les mains, c'était pas un problème. Mais en revanche, voilà, aller à 300 km/h, c'est pas un problème, mais avoir un petit mal de gorge, c'est compliqué. Ouais, les hommes sont... Alors du coup, c'est donc la thématique de ton prochain roman. Là, t'es en cours d'écriture. Ouais, je suis en cours d'écriture. Ce serait justement un couple. Ça part. Alors, il y a toujours une part autobiographique, tu vois. Sur J'aurais adoré être une mère parfaite, c'était vraiment le poids de cette culpabilité, la surcharge, la fameuse charge mentale dont tout le monde parle et qui existe malheureusement, je crois. Ça, c'était vraiment la part autobiographique. Le prochain, j'ai très envie, d'avoir une femme qui certainement se réveille, après suite à un accident, ce que j'ai un peu vécu. Ouais. Et qui découvre en fait que sa vie est un chaos pas possible, que son ado ne lui adresse pas la parole, que ça se passe mal avec son mari, et essayer de remonter le fil du pourquoi du comment. Donc c'est toujours le couple, la famille. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments tu as envie d'écrire des trucs que de fiction ou tu sais que de toute façon tu seras une écrivaine qui sera toujours inspirée de ton quotidien? Alors c'est pas forcément du mien parce que tu vois typiquement j'aime et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai mis un peu de temps à publier chaque roman, c'est que j'ai besoin de vivre, d'écouter, de voir les autres pour pouvoir ensuite écrire.
C'était le cas de la sœur perdue et j'ai pris le temps quand j'étais en congé maternité. Les cigognes, ça a suivi, mais ça a mis 3 ans pour... c'est ce que j'allais dire, tu mets combien de temps pour écrire? Là, j'ai écrit très vite le premier jet. Mon éditrice est contente, donc on va avancer ensemble dessus pour que ça sorte, je pense, tout début 2027, quelque chose quand comme même. ça. Voilà. Ouais. Et toi, quelle lectrice es-tu? Tu lis quoi? Tu lis beaucoup? Oh là là, je vais te sortir une phrase qui m'énerve quand on... Ouais, voilà, tout. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que tu es du genre, quand tu lis un magazine, moi, c'est le L. Ouais. Je commande tout sur Amazon. Je dis, le résumé, il me plaît. Hop, je prends. Je prends. Ouais, j'aime bien. Voilà, j'ai inscrit les 3 enfants en bibliothèque. Et alors, voilà, quand Romain est sur les courses, le samedi, on sait qu'on va aller se passer 2 heures à la bibliothèque pour aller choisir les... Mon aîné adore ça. C'est un plaisir pour lui. Parce que... Il lit que en américain. Mais ouais, il aime beaucoup ça. Il aime vraiment. Les maths, c'est plus compliqué, mais la littérature. Mieux, génial. Voilà. Le deuxième, un peu moins. Il est plus. Le problème, c'est que vivant aux États-Unis, on a envie de leur faire partager la culture française. Donc, je l'ai initié à Astérix et à Tintin. Et résultat des courses, il est très. Maintenant, il est très BD. Il est très. Ce serait bien quand même que tu lises un peu des romans. Donc là, ça y est, on est parti dans Harry Potter. Ah oui, donc là, ils vont dévorer. Voilà. Et toi, quel est le dernier roman qui t'a marqué? Le dernier roman qui m'a marqué, c'est une bonne question. Alors, j'ai eu un gros problème également, tiens, tu vois, suite à mon accident. J'ai eu avec la fracture de l'orbite, je n'étais plus capable de lire ça a duré des mois. Parce que dès que je baissais les yeux, en fait, j'avais la fracture qui se réveillait. Ouais, je pouvais plus même m'allonger, tu vois, ne serait-ce que regarder une série Netflix ou un truc à la télé, me mettre sur le torse de Romain comme j'avais l'habitude de faire. J'avais le champ de vision qui se dédoublait. C'était un enfer. Et là, tu as dû te dire, oh mon Dieu, un enfer. Moi qui aime ça a lire. duré, ça a duré bien 4 mois, cette affaire. Tu vois, les côtes étaient réparées, la commotion, tout allait bien, mais j'ai été voir les ophtalmos et voilà, qui m'ont dit la fracture de l'orbite, c'est très très long. Je pouvais pas lever les yeux au ciel, donc ça faisait rire mes enfants parce que voilà, quand je m'énerve. Mais voilà. Mais t'as d'autres séquelles là Non, ça y est. Non, après tu vois, j'ai des petites cicatrices un peu à droite à gauche. Voilà, et tu remontes sur un vélo? Et alors, j'y suis remontée une fois avec les enfants pour faire le tour du pâté de maison et leur dire, vous avez vu, maman n'a pas peur. Maman sait faire. Ah ouais, tu m'étonnes. Et je suis allée une fois à la réunion d'école parce qu'elle est vraiment à 5 minutes. Mais je suis terrorisée. Et je sais que je le fais, je peux le faire, mais je flippe. C'est bête. Non, enfin, c'est normal. C'est comme après une chute de cheval. Et puis, je pense que tu as des traumas qui restent quand même ou que tu n'arrives pas à... Tu as fait de l'EMDR? Non, mais tout le monde m'en a parlé. Ton mec, il n'en a pas fait non plus? Non, mais on nous en a beaucoup parlé. C'est quand même une technique. Alors nous, je sais que moi, après l'annonce du cancer, j'ai fait. Ouais. Mais c'est quand même, pour tous les traumas, c'est très très bien. Ça t'apprend vraiment à... Peut-être dans le coaching, c'est un truc que avec des gens avec qui tu pourrais travailler. Oui, bien sûr. Parce que ça t'apprend à revoir, c'est bizarre que Romain, on lui en ait jamais proposé, parce qu'à revoir ton trauma en face et à le classer dans une bonne partie de ton cerveau pour plus qu'il te fasse de mal. D'accord. Mais c'est-à-dire que tu es capable d'en reparler, tu es capable de le voir, mais il te blesse plus. Mais il l'a travaillé après l'accident, mais il n'a pas utilisé cette technique-là, mais il a travaillé le choc post-traumatique pour être sûr de l'évacuer. Mais pour toi aussi. Hein. T'as eu des chutes de cheval? Ouais. Quand même. Et j'ai eu des moments où j'ai failli tomber dans des fossés. Je te dis, moi, je reste une cavalière. C'est marrant parce que c'est une question que je me posais par rapport aux coureurs. Chez les cavaliers, on a très souvent... J'en parlais avec Thierry Lhermitte aussi. Thierry, je disais, mais est-ce que tu as peur encore? Et il me dit, j'ai toujours eu peur. Mais en fait, en tant que cavalier, la peur, elle vit à côté de toi parce que tu sais qu'un cheval, il peut partir en live en 2 secondes. Ouais. Donc après, si t'arrive un petit truc, tu sais que ça peut basculer très, très vite. Donc oui, bien sûr, tu vis avec ça. Je ne sais pas si c'est la même chose pour un pilote. Est-ce qu'il côtoie la peur? J'ai entendu Romain dire qu'il n'avait jamais peur. Non. Je trouve ça dingue. Non, il m'a toujours dit, le jour où il a peur, il arrête. Et quand il a eu son accident, donc après... Il était déjà en négociation pour partir, bien avant l'accident, pour partir en IndyCar. On l'a accompagné pour faire ses premiers tests.
Et je me souviens vraiment de cette conversation qui était très claire. Et Même tu vois, sur tu me l'Oval demandes. Non, la première année, il les a pas fait. Pour toi, hein, et les Et enfants. il les a, ouais, parce qu'on s'était dit, oula, dans quoi on va s'embarquer. Puis la première année, on vivait encore en Suisse, parce que comme on ne savait pas si ça allait lui plaire, la première année, il faisait les allers-retours. Ouais, et ça, c'était dur. Ça, ouais, on lit dans ton livre que c'était quand même rude. Et après, j'adore parce que vous êtes partis tous en famille dans un camping-car. Huge, mon rêve Mais tu sais quoi, on adore. On a fait ça cet été. On est parti 15 jours avec. On a vécu 2 semaines complètes dedans. Il partait en lambeaux. On a eu un nombre de problèmes et de pannes pas possible. Mais c'était extraordinaire. On a fait le parce qu'en fait, Colorado. tous ensemble. Ouais. Sauf que chacun peut avoir quand même ses petits moments. Ouais, et puis tu te rends compte que tes enfants qui grandissent avec des kilos de Lego ou de Playmobil ou de je ne sais quoi, ils n'ont pas besoin de tout ça. Tu leur prends une trottinette, un ballon de foot et ça va très bien. Et et on était juste tous les 5. Et puis ce qui était sympa, c'est quand tu es européen, tu dois avoir ça à Miami. Quand tu es européen expatrié aux États-Unis, tu peux couper ton téléphone en fin d'après-midi avec le décalage horaire, t'es sûr que ça c'est sûr. Voilà. Ça t'es tranquille. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que ça fait du bien. On est tous dépendants de nos téléphones portables. Et c'est hyper chouette de te dire on va se prendre un apéro ou voilà. Et sans avoir de téléphone à côté, sans regarder quoi que ce soit, tu te redécouvres. Qu'est-ce que t'aimes ici à Miami par rapport à la France? Bon, surtout la France en ce moment, c'est quand même compliqué. Mais... Alors, tout. J'ai envie de te dire que, tu vois... L'éternel débat dans notre couple. Moi, je suis quand même très citadine. J'aime les gens, j'aime les rencontres, j'aime aller au musée, j'aime les bons restos, j'aime sortir, voilà. Romain, il a besoin de nature, il a besoin d'espace, il a besoin de campagne, il a besoin de calme. Et on a trouvé les deux ici. Donc, il va faire du kitesurf. Dès qu'il y a du vent. Sinon, il va faire du vélo avec Biscayne. Kitesurf, comme si c'était un truc encore pas dangereux. Ouais, non, pas du tout. Voilà, donc il va pouvoir faire son sport sans aucun problème. Et en même temps, si je lui dis, tu sais quoi, j'ai envie qu'on aille se faire tel resto, voilà. On a tout à proximité. On a les écoles, on n'a pas besoin forcément de prendre la voiture et d'aller très très loin parce qu'on vit dans un quartier où, voilà, l'école de mes enfants, je peux y aller à vélo. Vous pensez vous installer là pour l'instant, tu te vois vivre ta vie ici? Pour l'instant, voilà. Le truc qui me travaille le plus, c'est d'essayer, je sais pas comment toi tu l'as vécu, je sais pas si tu as des frères et sœurs. Ouais, j'ai une sœur, ouais. C'est tu vois, quand tu construis ta famille, d'avoir quelque part envie de reproduire un schéma familial que tu as vécu quand, s'il était épanouissant pour toi, tu vois. Moi, c'était le cas. Et en fait, tu te rends compte que tu peux pas, tu peux pas appliquer ce que toi tu as appris et les leçons que tes parents. Donc la famille te manque quand même. Oh, mais la famille me manque bien sûr, mais en dehors de ça, j'ai des enfants qui grandissent bilingues. J'ai pas, tu vois, la charge mentale des parents. J'ai vécu avec des enfants petits en Suisse où je hurlais « Où est ton deuxième gant ?» Qu'est-ce que t'as fait de ton bonnet? Tu m'étonnes, voilà. c'est ça. Là, maintenant, ils sont en short toute l'année. C'est plutôt l'inverse. J'ai mes fils qui disent « Ah non, je veux pas mettre un pantalon pour aller dans l'avion. » Bah si, un pantalon. Mais tu trouves pas quand même qu'il y a c'est vraiment le grand écart entre le côté râleur des Français? Ouais. Et moi, ça m'a déstabilisée les premiers jours. Et le côté des Américains qui te disent toutes les 5 minutes comment tu vas, mais qui n'écoutent pas forcément la réponse. Non, mais how are you doing? Ouais, how are you doing? Ouais. Et mais des fois, tu vois, voilà. hier, on était à Home Depot, l'équivalent du Leroy Merlin. Home Depot. Home Depot, voilà. Home Depot. C'est vraiment le Castorama, Leroy Merlin avec ma fille. Et on va à la caisse, et ma fille, qui a quand même 7 ans, dit à la caissière « I love your earrings ». Et moi... Et là, tu t'es dit « Oh, she's American now ». Voilà, et j'ai regardé mon petit bout de 7 ans qui dit ça à la dame au supermarché, qui lui dit « Ah, mais merci, c'est très gentil, oui, elles sont jolies, c'est mon fils qui me les a offerts, voilà. Et je me disais, ma fille, spontanément, elle prend ce pli-là. Je suis pas sûre que moi, effectivement, à Paris, je dirais à quelqu'un dans le métro ou dans le... Voilà. Les gens, ils sont comme ça dans le métro. Ouais.
Exactement. Voilà, Et tu vois, t'as vu le nombre de gens, même dans un avion, qui sont sur les téléphones, pas sur les livres. Sur les téléphones. Sur les téléphones. Et tu ne parles. Et moi, ça me choque. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Londres pour installer ma fille, je me suis dit, ah tiens, là, les gens, ils sont quand même aussi plus friendly. Tu vois ? Ah ouais. Mais par exemple, j'ai l'impression qu'à Londres, c'est un côté un peu moins superficiel. Ici, il y a ce côté qui m'a un peu déstabilisée, mais c'est vrai que c'est quand même sympa parce que du coup, les gens sont quand même souriants. Alors, il y a une autre forme de convivialité qui est assez sympa. Nous, on a quelques amis américains. Après. Plein de Français. Après, il y a beaucoup de Français. C'est là aussi où tu te rends compte que ce sentiment d'expatriation, il y a quelque chose d'assez joli là-dedans. Tous les Français que j'ai rencontrés là, m'ont dit, comme la famille est en France, nos amis sont devenus notre famille. Et c'est important, c'est tellement important que voilà. Je l'ai ressenti encore, tu vois, quand j'ai eu mon accident. Que j'ai ouvert un œil, je pense que l'une des premières questions, ça a été qui va chercher les enfants à l'école, parce que c'était en semaine. Et toutes tes copines t'ont dit je suis là. Et voilà, il y avait aucun problème. Romain a pu rester avec moi à l'hôpital jusqu'à ce que il soit sûr que tous les examens avaient été faits. Voilà, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé plein de messages en me disant non mais t'inquiète pas, les enfants, ce week-end c'est moi, le week-end voilà. Et puis quand je suis arrivée, elle m'avait toute livrée. L'une de mes voisines m'avait fait des lasagnes qu'elle avait elle-même cuisinées, déposées devant l'entrée de la maison sans sonner, pour pas, pour pas me réveiller, pour pas. Ça c'est hyper américain. C'est Desperate Housewives. Mais voilà, mais tu te dis waouh, en fait. Donc vous êtes bien, quoi. Et du coup, on est bien. Après, tu le retrouves. Je me sens profondément française. Donc, je sais que quand Romain a eu l'accident, alors peut-être que oui, les gens dans le métro, ils font la gueule. Mais le nombre de messages incroyables que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, ça avait été extraordinaire. Ouais, le soutien. Donc, comment tu t'imaginais quand tu avais 10 ans ? Quand j'avais 10 ans, je pense que j'avais envie de travailler dans le sport auto. Je ne savais pas encore sous quelle forme. Je te dis, le journalisme, ça a été la révélation à la Coupe du Monde. Mais j'étais passionnée par le sport auto. Avant ça, je voulais être vétérinaire. J'ai fait un stage en clinique. Beaucoup de filles. Ouais, voilà. Je me suis rendu compte que finalement, ça allait pas m'amuser. Voilà. Après, ce qui est drôle, c'est de te dire que ta vie, déjà, tu peux avoir plusieurs vies en une, finalement. Et je pense que c'est le propre des femmes. Oui, on a 1000 vies. Oui, on a certainement. Oui, t'as raison. C'est sûr, parce que forcément, la maternité te change. Donc je pense qu'on a une vie avant, après. Oui. C'est clairement ce Et on est tellement capable de faire plein de choses. Parce qu'en fait, avoir des enfants te permet des fois... On me dit, mais comment t'arrives à faire tout ça ? Je dis, mais j'ai eu 4 gosses. Donc ça me paraît tellement facile, parce que tu jongles. Moi, je regrette pas du tout. Je regrette pas. J'ai adoré, j'ai rêvé d'automoto. Mais j'étais tellement contente de faire d'autres choses. J'étais tellement contente de pouponnier. Et j'étais heureuse de ça. Après, ce qui est drôle... c'est le destin, c'est-à-dire que j'ai fait, je me souviens très bien d'avoir vécu 6 mois à Toronto, j'ai adoré ça quand j'étais dans le cadre de mon mémoire sur Arthur Miller. J'avais travaillé à Glendon College et je me souviens quand j'étais rentrée, je m'étais dit waouh, c'est très curieux de me dire que je peux inventer une autre vie ailleurs, à des milliers de kilomètres, et d'être quelqu'un d'autre. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. De te dire que tu peux avoir une autre vie ailleurs, complètement différente. Et j'étais rentrée, ça m'avait beaucoup déboussolée. Je m'étais dit, mince. Et avec mon petit copain de l'époque, on s'était dit, pourquoi ne pas aller s'installer là-bas ? Et on avait commencé à remplir les papiers pour bouger soit aux États-Unis, soit au Canada. Et ça nous intéressait. Ce qui m'a arrêtée, c'est que j'ai commencé à faire des stages. J'ai commencé à travailler à Tout le Sport, à France 2, à France 3, à M6. Et j'aimais bien ça. Et je me suis dit, mince, c'est peut-être un peu bête de repartir à zéro alors que ça commence à bien se passer. Voilà. Et je l'avais presque vécu comme une frustration de me dire, mince, j'aurais envie de le faire et je peux pas le faire. Et ça a été très drôle que Romain me dise, des années après, c'est pas possible, je peux faire les allers-retours, tu veux pas qu'on aille déménager ? Bah si. J'en rêvais, on l'a fait. Si, j'avais 20 ans, donc 20 et quelques années plus tard. Comme quoi, des fois, t'as l'impression que tout d'un coup, il y a une boucle qui se... c'était un peu ça, Et comment tu t'imagines à 80 ? C'est marrant parce qu'on regardait les appartements hier.
en me disant, regarde, on serait pas mal là. Oui, on aurait plus des traces de chocolat sur les murs blancs par mon fils ou ma fille. Voilà. Est-ce qu'on garderait une maison? Non. Est-ce que... Ah ouais? La question est, voilà, je me dis... Le chat, mais pas forcément la maison. On n'en aurait plus besoin à deux, je pense. On se suffit... tu vois, on passe nos journées ensemble. Il est quand même beaucoup là. Il va faire son sport. Il fait ses réunions, voilà. Mais tu vois, par exemple, tous les midis, on déjeune ensemble. Tous les soirs. Ça change ta semaine quand il est là? C'est un truc en plus? Un petit truc en plus. Les chaussettes. Le panier à linge, les affaires de vélo. Mais en dehors de ça, on fonctionne en équipe. On s'engueule très très peu finalement, je pense, en vieillissant, beaucoup moins que quand on... Alors que tes personnages s'engueulent beaucoup, hein. Ouais, mais ça pour le coup c'est vraiment fictif. Mais puis je pense qu'en vieillissant, on s'engueule moins parce qu'on lâche, tu vois, tu te dis, est-ce qu'on va divorcer pour ça? Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 18 ans. Ah ouais. Donc tu te dis, bon... Ouais. On va pas se... Vous êtes ensemble depuis 30. Ouais. On va fêter nos 30 ans. Bon, nous, on est plus âgés que vous, hein, mais on a le même écart. Non, mais tu vois. Mais après, où est-ce que tu te vois? Tu te vois là où tes enfants sont? Non. Alors moi, il me dit t'es folle. Moi, je me vois. Alors déjà, moi, j'ai rencontré ma meilleure amie il y a 48 ans. On était chez la nounou, je lui ai foutu un élastique dans la bouche, j'ai dit tu veux jouer au cheval? On avait 7 et 9 ans. Et on est toujours amis, nos enfants sont amis, nos parents sont amis. Et dans mes rêves les plus fous, j'aimerais que tout le monde habite dans une énorme maison, avec tous ensemble, avec les chevaux. J'aimerais évidemment que les enfants, ils travaillent pas loin parce que j'ai... voilà. Les 4, je les ai tous les jours au téléphone. Tous les jours au téléphone. Et Ils s'entendent bien tous les 4? Ils s'entendent très bien. Là, d'ailleurs, et on part tout le temps en vacances ensemble. Cet été, on a fait 3 semaines de vacances tous les 6. Mais voilà, je me vois comme ça. Je me vois surtout, j'aimerais être vivante à 80, ce qui n'est pas gagné après 4 cancers, tu vois. Mais, et on se disait avec ma meilleure amie, à 80 ans, on espère qu'on ira encore manger des forêts noires et boire des thés en étant 2 petites mémées, vieilles et ridées, mais en vie. Tu vois, donc je sais pas. C'est un beau programme. Moi, je me dis pour l'instant, voilà, parce que Robin me dit le Colorado, c'est quand même vachement bien. Lui, il se voit bien dans une petite cabane sur un lac perdu. Moi, je me dis tant que j'ai les enfants qui sont pas loin. Tu vois. Et Robin, il dit quoi par rapport aux enfants? Alors lui, il me dit mais tu fais pas ta vie en fonction de mais tu choisis pas de l'endroit où tu vas vieillir en fonction de tes enfants. Bah si, un peu quand même. Il dit mais laisse-les s'envoler. Et si moi, il me dit que statistiquement, c'était ça, quoi. Mais alors moi, il me dit ensemble. statistiquement, il y a quand même peu de chances qu'ils soient tous sur le même continent. Mais oui, surtout aujourd'hui. Mais en même temps, moi, mon deuxième, Alexandre, là, il m'appelle tous les jours. Des fois, il me dit rappelle-moi, c'est urgent. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? C'est quoi, c'est urgent? Rien, je t'aime. Et il me dit en fait, maman, tu sais, je me rends compte que je suis des moments, je vais au sport, ce qui prépare des Ironman. Et il me dit, en fait, je me rends compte que sur le chemin, j'ai envie de t'appeler tout le temps, parler comme si tu étais une amie. Mais c'est une réussite. Et je me dis, à Olive, tu vois, c'est quand même vraiment chouette qu'on ait cette relation avec eux. Mon père m'a toujours dit, l'important, c'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. Et en fait, voilà, à partir du moment où tu comprends que c'est Gandhi qui disait ça, et le bonheur, c'est pas la destination en fait, c'est le chemin. Et ça, tant que tu le comprends et que tu comprends, tu le comprends quand il t'arrive aussi des trucs. Hein. Ta perception de la vie, elle est complètement réajustée et voilà, c'est un autre chemin, mais. Tu m'as pas répondu sur une question, on terminera là-dessus. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? Alors, le dernier livre qui m'a marqué... Ou ton livre de chevet, enfin, voilà. Alors, attends, je vais te dire ça. C'est un livre australien. Jasper... Il faudrait que je te retrouve ça, j'ai pas mon... Toi aussi, tu t'oublies les noms des livres que tu lis. Tu connais l'appli Glyph? Non, mais non. C'est une appli où tu rentres tous tes livres et tu les scannes et tu dis j'ai lu, j'ai en attente dans ma wishlist et tout, et ça t'évite d'oublier. Moi, parce que je me souviens pas des titres. Écoute, pour être honnête, voilà, ma mère qui habite en Normandie, elle fait le plein tu sais, et elle échange dans les boîtes à livres.
en permanence. Elle en a une à côté de chez elle. Et donc, du coup, voilà, je lis des livres que j'aurais pas forcément choisis ou que... mais ouais, il y a... donc, c'est Jasper, je ne sais plus, sur l'histoire d'un adolescent en difficulté qui est accusé de meurtre. Voilà. C'est pas comme la série... ouais, on m'en a parlé. Ouais, je l'ai pas vue. Ouais, j'ai vu le début et je sais même plus comment elle s'appelle. Tu vois, j'ai trop de mémoire moi. Ouais. Mais elle est géniale. C'est ça hein, l'histoire. C'est Ouais. un gamin de 12 ans, 13 ans qui est accusé aussi. Ah là là. Et voilà. Je pense que c'est le dernier qui m'est marqué. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Marion d'être Merci venue jusqu'à moi. Je t'avais dit 20 minutes de route, t'as mis un peu plus de temps. Mais les filles, la elles reprise. habitaient toutes dans le même coin que toi. Et c'est à post-Thanksgiving, je sais pas, peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, on a été ravis d'en découvrir un peu plus. Merci à toi. Pas facile de vivre dans la lumière de quelqu'un d'autre et j'avais envie justement de montrer tout ce que tu faisais. Et tu es coach également, on aurait pu parler encore des heures, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Annabelle. Merci. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, vous partagez, vous likez et puis je vous dis à très bientôt. Salut!